Le vent d'automne transportait l'odeur des feuilles brûlées sur Wakefield Square, mais ce soir, il apporterait quelque chose de tout autre, l'âcre odeur du regret et le goût amer des conséquences à venir. 5 étudiants se tenaient dans la lueur orangée des lampadaires, leurs ombres longues et nettes se découpant sur le trottoir froid. Leurs voix s'élevaient non pas pour célébrer, mais pour exprimer leur fureur, résonnant sur la place comme un défi lancé à la nuit. Le nouveau mandat de l'État en matière d'éducation avait privé leur université de financement, leurs professeurs de titularisation et leur avenir de toute certitude. Ils étaient en colère, et cette colère exigeait un objectif. Toute cette ville les croit si pure, cracha Amber Martinez, ses cheveux noirs lui fouettant le visage tandis qu'elle désignait la statue qui veillait sur la place depuis 1954. Regardez leurs précieux symboles, là, à nous juger tandis qu'ils votent pour nous priver de notre éducation. La statue de la Vierge Marie s'élevait à 3 mètres de son piédestal de marbre, sa robe de pierre peinte d'un bleu très doux, ses mains tendues en signe de bénédiction éternelle. Son visage, marqué par des décennies de pluie et de vent, exprimait encore une compassion infinie. Ce soir, cette compassion serait mise à l'épreuve. Ce n'est que du béton et de la peinture, dit Liam Chen, bien que sa voix fût moins convaincante que ses mots. Le bidon d'essence rouge lui semblait lourd dans les mains, plus lourd qu'il ne le devrait. On aurait dit un verdict, un symbole d'oppression déguisé en amour. Sierra Walsh avait déjà sorti son téléphone pour diffuser ses messages à ses abonnés. Nous sommes ici pour montrer à cette ville à quoi ressemble un vrai changement, a-t-elle déclaré à la caméra, d'une voix étrangement claire et performative. Il est temps de démolir l'ancien et de faire place au nouveau. Cody Rodriguez était accroupi près de sa plateforme de streaming professionnelle, celle qu'il utilisait habituellement pour ses vidéos de jeux vidéo, ajustant les paramètres d'une main experte. Sa vidéo allait être vue plus que tout ce qu'il avait publié jusqu'à présent. En direct dans 3, 2. Jess Thompson était déjà en mouvement, son corps se tordant sur un rythme vif et agressif au rythme de la musique de son enceinte portable. Offrons-leur un spectacle inoubliable, dit-elle, les yeux brillants sous les lampadaires vacillants. Seul Miguel Santos se tenait à l'écart du groupe, les bras croisés sur la poitrine, le cœur battant. Il avait grandi en voyant cette statue tous les jours de sa vie. « Les gars, ce n'est pas normal », cria-t-il d'une voix brisée. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour les gens d'ici. Ma grand-mère. » « Ta grand-mère doit rejoindre le 21e siècle, » l'interrompit Amber en sortant le briquet de sa poche. L'essence coulait du bidon de Liam en un flot continu, imprégnant le socle en pierre, formant une flaque au sol comme un miroir sombre. Les vapeurs montaient, leur piquaient le nez, leur donnant le vertige ou peut-être était-ce simplement la poussée d'adrénaline qui les submergeait. « Dis adieu à ta précieuse vierge », rit Amber, mais le rire était creux, forcé, comme si elle essayait de se convaincre autant que les autres. Elle donna un petit coup aux hippos. La flamme prit instantanément, parcourant la pierre en langues oranges et bleues. La peinture commença à bouillonner et à s'écailler. L'expression sereine de la statue sembla changer sous la lumière dansante, mais peut-être n'était-ce que la chaleur qui déformait leur vision. Sierra s'approcha du feu, dansant pour le courant, Jess enregistrant chacun de ses mouvements comme un témoin avide. « Voilà à quoi ressemble la libération », cria Sierra par-dessus le crépitement des flammes. Mais à mesure que le feu gagnait en intensité, quelque chose changea. Leur rire leur resta coincé. Les yeux peints de la statue, adoucis par la chaleur, semblèrent suinter des traînées de couleurs fondues. Et pendant un instant impossible, ils l'entendirent tous un son semblable à des sanglots silencieux, comme le deuil, comme une mère regardant ses enfants se détruire. Miguel fut le premier à reculer, les mains collées à ses oreilles, mais cela ne changea rien. Le son ne venait pas de l'extérieur. Il provenait d'eux, d'un endroit profond de l'âme où la culpabilité vit et ne dort jamais. Le feu a brûlé pendant des heures, mais le véritable incendie ne faisait que commencer. Pour comprendre ce que les étudiants avaient fait, il fallait savoir pourquoi la statue se trouvait là. 15 novembre 1954 Effondrement de la mine de Wakefield. 43 hommes sont tombés ce mardi matin. Un seul est remonté. Pendant 3 jours interminables, les femmes de Wakefield se sont rassemblées sur la place, veillant, leurs prières s'élevant vers le ciel hivernal glacial. Elles ont prié en anglais et en espagnol, en polonais et en italien, les nombreuses langues qui avaient bâti cette petite ville. Maria Santos, l'arrière-grand-mère de Miguel, les guidait dans le chapelet toutes les heures, d'une voix ferme et inflexible, même lorsque l'espoir s'amenuisait. La 3e nuit, alors que les secours s'apprêtaient à cesser les fouilles, Tommy Kowalski trébucha hors des décombres. Il était le plus jeune des mineurs bloqués, à peine âgé de 22 ans,
délirant de soif et d'épuisement, mais son histoire n'a jamais changé ni au cours des 68 années qui ont suivi, ni même sur son lit de mort au printemps dernier. Elle a traversé le feu, leur dit-il, les yeux écarquillés d'émerveillement et de terreur. À travers les flammes et les arbres qui tombaient comme si de rien n'était. Une femme en robe bleue, rayonnante comme le clair de lune. Elle m'a pris la main, m'a conduit vers une poche d'air, puis vers un passage que je n'avais jamais vu auparavant. « Attends ici » m'a-t-elle dit. « Les secours arrivent. » Et puis elle a disparu. Les femmes n'avaient pas besoin de lui demander qui elle était. Elle la cherchait depuis 3 jours. À Noël de la même année, ils avaient réuni suffisamment d'argent pour la statue. Elle n'était pas très élaborée, l'artiste locale Maria Esperanza l'avait sculptée dans du calcaire de l'Indiana et peinte elle-même, travaillant à la lueur des bougies pendant le long et rigoureux hiver. Lorsqu'ils l'inaugurèrent le matin de Pâques 1955, un silence s'abattit sur Wakefield, une sensation de protection, de présence. La statue a résisté aux tempêtes qui ont rasé d'autres villes. Lors de la crue de 1978, lorsque le fleuve a atteint 4,50 m, l'eau s'est arrêtée à quelques centimètres de son piédestal. Lors de la tornade de 1993, une remorque a été soulevée et déposée délicatement sur la place, sa famille indemne, tandis que l'entonnoir semblait se fendre et contourner la statue tel un bouclier divin. Les gens déposaient des fleurs, allumaient des bougies, murmuraient des prières. Non pas par culte, les habitants y étaient attentifs, mais par révérence, gratitude, amour. La statue devint le cœur de Wakefield. Chaque décision importante, chaque rassemblement, chaque crise rassemblait les habitants ici. Lorsque la mine ferma définitivement en 1987, ils célébrèrent la cérémonie commémorative à ses pieds. Lorsque le lycée remporta le championnat d'État en 2010, ils célébrèrent sous son regard. Lorsque la Covid frappa en 2020, ils l'entourèrent de lumière, la transformant en un symbole d'espoir. Elle était plus que de la pierre et de la peinture, elle était leur mère, leur protectrice, le symbole que certaines choses perdurent. Jusqu'à ce que 5 élèves en colère décident qu'elle n'était que du béton. Le lendemain matin, un silence étrange régnait à Wakefield, le genre de silence qui suit la destruction d'un objet sacré. Les pompiers avaient éteint les flammes à l'aube, mais les dégâts étaient irréversibles. Le visage de la statue était noirci et craquelé, ses vêtements réduits en cendres, ses mains tendues entièrement détruites. Il ne restait que ses yeux de petites taches de peinture bleue délavée qui semblaient vous suivre où que vous vous trouviez. Les étudiants se réveillèrent dans leurs dortoirs et appartements avec une gueule de bois qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Ils avaient fêté leur victoire avec de la bière bon marché et des bravades moins chères, mais maintenant, dans la lumière grise et froide, quelque chose clochait. Amber fut la première à le remarquer. Elle attrapa son téléphone pour regarder la vidéo de Sierra, mais l'écran restait noir, malgré tous ses appuis. Le téléphone n'était pas mort, il était chaud, presque brûlant, mais il refusait de s'allumer. De l'autre côté de la ville, Liam rencontrait le même problème. Téléphone, ordinateur portable, tablette, tous les écrans étaient éteints. Il appela le support technique depuis son ancien téléphone fixe, attendit 20 minutes, puis abandonna. Il y avait des problèmes plus graves, comme l'odeur. L'odeur le frappa dès son réveil, des vapeurs d'essence si fortes qu'elles lui brûlèrent les yeux. Mais il n'y avait pas de bidon d'essence dans l'appartement, aucune source possible. Il se frotta jusqu'à l'os sous la douche, se brossa les dents jusqu'au sang, changea ses draps 2 fois. L'odeur lui collait à la peau, implacable, comme une culpabilité incarnée. Sierra a découvert que sa vidéo avait disparu de toutes les plateformes. Non pas supprimée, mais effacée. Ses abonnés juraient ne jamais l'avoir vue, et les plateformes de streaming n'avaient aucune trace de son existence. Même son propre téléphone ne prouvait aucune trace de sa présence. Mais elle s'en souvenait. Ils s'en souvenaient tous. Les caméras et le matériel coûteux de Cody étaient allumés, les lumières clignotaient, mais aucune image ne s'enregistrait, aucun son ne captait. La réalité elle-même semblait refuser d'être documentée en sa présence. Jess ne pouvait plus écouter de musique. Chaque chanson, quel que soit le genre, se transformait au bout de quelques secondes en une seule mélodie obsédante, un hymne qu'elle ne reconnaissait pas, chanté par une voix si douloureusement belle qu'elle la faisait pleurer, si lugubre qu'elle souhaitait disparaître. Seul Miguel semblait insensible, mais c'est lui qui portait le plus lourd fardeau. Il avait grandi avec l'histoire de la statue, avait vu sa grand-mère s'agenouiller devant elle chaque dimanche pendant 20 ans. Il avait essayé de les en empêcher, mais pas assez. Pas au moment le plus crucial. 3 jours après l'incendie, Amber Martinez a cessé de voir son reflet. Au début,
ce n'était qu'un simple problème dans le miroir de sa salle de bain, un éclairage défectueux, qu'elle a ignoré. Mais jeudi, son reflet avait disparu de tout, pas seulement du miroir, mais aussi des fenêtres, des surfaces métalliques, et même de la faible lueur de l'écran de son téléphone. Tous les autres semblaient comme avant, mais là où Amber aurait dû être, il n'y avait que le vide. Elle essaya de se convaincre que c'était de la culpabilité, une sorte de punition qu'elle s'était inventée, un effacement de soi né de la honte. Mais jeudi soir, seule dans sa chambre, elle découvrit que la vérité était bien plus étrange. La lumière de la salle de bain vacilla puis s'éteignit pendant qu'elle se lavait le visage. Dans l'obscurité soudaine, elle entendit un égouttement non pas du robinet qu'elle venait de fermer, mais d'en haut. Une pâle lumière bleue jaillit dans le miroir où elle ne pouvait plus se voir. Amber se retourna en tremblant. La Vierge Marie se tenait dans la salle de bain exiguë de son dortoir, telle qu'elle l'était avant l'incendie, robe d'un bleu céleste parfait, main tendue, visage rayonnant d'une compassion et d'une tristesse infinie. Une lumière émanait d'elle, douce et sacrée, comme le clair de lune filtré à travers un vitrail. Mais elle pleurait, de véritables larmes d'eau tombaient sur le carrelage en gouttes lentes et résonnantes. « Est-ce que tu rirais si c'était ta mère qui brûlait ?» La voix retentit de partout à la fois, douce comme une berceuse, lourde comme un jugement. Amber essaya de parler, mais sa voix l'avait abandonnée. Elle tenta de reculer, mais ses pieds refusèrent de bouger. Elle resta plantée là, face à la figure sacrée qu'elle avait raillée, sentant quelque chose se fissurer dans sa poitrine, aussi fragile qu'une pierre laissée trop longtemps au feu. « Tu as allumé le feu qui a consumé 68 ans d'amour, dit la Vierge, les larmes coulant à un rythme ininterrompu. Maintenant, tu vas te consumer, reflet après reflet, jusqu'à ce que tu te souviennes de qui tu es. » La vision s'estompa, mais l'odeur persista, non plus celle de l'essence, mais celle de la fumée, amère et tenace, qui s'infiltrait dans ses cheveux, ses vêtements, ses poumons. Elle la suivait partout, un souvenir qu'elle goûtait à chaque respiration, un fantôme du moment où elle avait choisi la destruction plutôt que le respect. Elle cessa d'aller en cours. Cessa de manger à la cafétéria, où l'on pouvait voir l'absence de son reflet dans le verre de la file d'attente. Elle cessa complètement de vivre, hantée par le souvenir de ses toilettes, des larmes qui tombaient comme une pluie lente, et de la voix qui revenait chaque nuit dans ses rêves. « Ririez-vous si c'était votre mère qui brûlait ?» La voiture de Liam Shen avait toujours été son refuge, une Honda Civic de 2018 achetée de ses propres deniers, astiquée chaque week-end, le seul endroit qui lui appartenait entièrement. Jusqu'au soir où elle est devenue sa prison. Il rentrait chez lui après une garde de nuit à la librairie du campus lorsque la pluie s'est mise à tomber, une pluie d'octobre, forte et incessante, venant de toutes les directions à la fois. Il s'est garé sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24 pour patienter. C'est à ce moment-là que les portes ont cessé de s'ouvrir. Rien n'était cassé, les serrures cliquetaient, les poignées tournaient, l'électronique fonctionnait, mais c'était comme si des mains invisibles maintenaient tout fermé. Les vitres refusaient de descendre. La panique s'installa rapidement. Liam frappa la vitre, klaxonna, fit des appels de phare. Mais le restaurant était vide. Le parking était désert. La pluie redoubla. À travers le pare-brise brouillé par le brouillard et l'eau, il la vit. Une silhouette en bleu traversait le parking, pieds nus sur l'asphalte mouillé. Elle se déplaçait avec une grâce lente et posée, comme si l'orage était une légère bruine printanière. En s'approchant de la voiture, Liam constata qu'elle ne projetait aucun reflet dans les flaques brillantes sous elle. Elle s'arrêta devant lui. 3 coups légers sur le pare-brise. Toc. 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 Tu as alimenté le feu, dit sa voix, claire comme si elle était assise à côté de lui, sur le siège passager. Maintenant, vis dedans. L'odeur d'essence emplissait la voiture, épaisse et suffocante, lui brûlant la gorge. Puis vint le bruit faible d'abord, puis plus fort du crépitement des flammes. Il baissa les yeux. Le feu léchait ses chaussures, dansait sur les sièges, grimpait sur le tableau de bord. Pourtant, pas de chaleur, seulement de la terreur, seulement la certitude suffocante que c'était ce qu'il avait choisi. « S'il te plaît, murmura-t-il, sa première prière depuis l'enfance. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Et comme ça, les flammes disparurent. La pluie cessa. Les serrures s'ouvrirent avec un bruit sec. Mais chaque nuit, dès que Liam fermait les yeux, il était de retour dans cette voiture, de retour sous la pluie, de retour à la regarder marcher vers lui pour lui rendre sa justice silencieuse et terrible. Chaque matin, il se réveillait avec le goût de l'essence sur la langue et le bruit de 3 coups légers résonnant dans son crâne.
Sierra Walsh avait bâti toute sa vie autour de sa voix. 15 000 abonnés sur TikTok, 23 000 sur Instagram, une voix capable de se faire entendre. Jusqu'au soir où sa voix a perdu toute importance. Tout a commencé avec son ordinateur portable. Chaque fois qu'elle s'asseyait pour monter une vidéo, le clavier tapait tout seul, « Restaurez ce que vous avez pris. Restaurez ce que vous avez pris. Restaurez ce que vous avez pris. » Ligne après ligne, document après document, jusqu'à ce qu'elle claque le couvercle, frustrée. Mais la véritable horreur était plus silencieuse. Les gens cessèrent de l'écouter. Non pas qu'ils ne l'entendaient pas, elle n'était pas muette, mais ses mots glissaient, sans laisser de traces. Elle parlait et les conversations se poursuivaient comme si elle n'avait pas été là. Elle a tout essayé. De nouvelles coupes de cheveux. Des vêtements plus voyants. Des opinions plus osées. Elle a crié dans la bibliothèque, dansé nue dans la cour, et a même mis le feu à une poubelle derrière le bâtiment des sciences. Rien. Personne n'a bronché. Personne n'a regardé. Elle était invisible. Une semaine après l'incendie, Sierra se tenait sur Wakefield Square à 3 heures du matin, les yeux fixés sur le piédestal noirci où se trouvait la statue. On aurait dit une pierre tombale. « S'il vous plaît », murmura-t-elle dans la nuit. « Je voulais juste être entendue. Je voulais juste compter. » La réponse ne lui vint pas d'une voix, mais d'un souvenir qui n'était pas le sien. Elle avait 5 ans, perdue dans une église pendant le mariage de sa cousine, pleurant sa mère. Une femme en bleu s'agenouilla, lui prit les petites mains et dit « On t'écoute, mon petit. On t'a toujours entendu. Mais parfois, il faut se taire pour écouter l'amour qui nous entoure. » Sierra s'agenouilla sur le béton froid, la vérité s'abattant sur elle. Elle avait toujours eu une voix, mais elle l'avait utilisée pour démolir, se moquer, performer plutôt que pour créer du lien. Ce soir-là, sa façon de taper sur son ordinateur changea. Plus de « restituer ce que vous avez pris », mais des lettres d'excuses à chaque personne qu'elle avait blessée, à chaque cause qu'elle avait bafouée, à chaque chose sacrée qu'elle avait piétinée pour attirer l'attention. Sa voix lui avait été rendue, mais seulement pour guérir. Cody Rodriguez vivait pour documenter sa vie, stream de jeux vidéo, vlog, critique, chaque instant capturé, filmé, mis en ligne. La technologie était son langage. La viralité, sa prière. Jusqu'à la nuit où ses écrans ont commencé à lui montrer des choses qu'il n'avait jamais filmées. Chaque soir, à 3h33 précise, son installation de streaming s'allumait toute seule. Il avait beau tout débrancher, déclencher les disjoncteurs, acheter du nouveau matériel, les écrans continuaient de s'allumer avec une précision d'horlogerie. La première nuit, ils ont diffusé les images originales, une vidéo tremblante prise au téléphone montrant l'incendie, avec plusieurs angles de caméra assemblés. Mais chaque nuit qui passait changeait. De nouvelles images sont apparues, des gros plans du visage de la Vierge Marie devant le feu, ses yeux de pierre fixant l'objectif avec un pardon insupportable, des angles impossibles depuis l'intérieur des flammes, sous la statue, des endroits où aucun appareil photo n'aurait pu être. Et puis vint la voix, douce et impitoyable. Tu voulais être vu. Maintenant, je te vois. Cody a supprimé les fichiers. Ils sont réapparus. Il a remplacé les disques durs. Les images se sont régénérées. Il a acheté un tout nouveau système, mais la première chose qui est apparue sur les nouveaux écrans était le même film obsédant, sauf que maintenant, il en voyait davantage. Dans un cadre, une silhouette en bleu se tenait juste au bord de la place, observant. Dans un autre, un visage apparaissait dans les flammes non pas consumé, mais présent, témoin. Et dans chaque plan, cette voix murmurait les mêmes mots, « Tu voulais être vu. Maintenant, je te vois ». Cette phrase pesait lourd sur Cody. Le terme technique était « persistance impossible des données », mais Cody savait qu'il n'y avait pas mieux. Ce n'était ni un bug, ni un virus. C'était un jugement rendu en pixels et en images, une conséquence délivrée par le même média qu'il avait autrefois utilisé pour documenter la destruction. La 10e nuit, quelque chose de nouveau apparut sur ses écrans. Au lieu du feu et de la ruine, il se revit enfant pas plus de 7 ans agenouillé près de son lit, ses petites mains jointes en prière. L'image était d'une intimité presque insupportable, un souvenir qu'il avait oublié. C'était une nuit où sa petite sœur était atteinte d'une pneumonie, et il avait prié quiconque l'écoutait de la guérir. Le murmure changea, plus doux maintenant, presque tendre, « Tu voulais être vu parce que tu te souviens d'avoir été aimé. Souviens-toi encore. » Et sa sœur s'était rétablie. Et au fond de lui, malgré des années de cynisme,
de performance et une soif insatiable de « j'aime » et de vue, Cody commença à ressentir les premiers frémissements fragiles de la foi. Non pas la foi dans les chiffres, mais la foi en quelque chose de plus grand, quelque chose qui le ramenait à une version plus pure de lui-même. Jess Thompson avait toujours dansé. Danse classique à 4 ans, jazz à 7 ans, hip-hop au collège, contemporaine au lycée, elle pouvait bouger sur tous les rythmes, incarner toutes les émotions, raconter toutes les histoires avec son corps, jusqu'à ce que le mouvement devienne un langage. À 20 ans, la danse était la seule chose à laquelle elle croyait, celle qui ne la trahirait jamais. Mais la musique a commencé à se retourner contre elle. Tout a commencé subtilement. Les chansons s'estompaient trop tôt, s'interrompant en plein mouvement et la laissant suspendue dans un silence gêné. Les rythmes changeaient sans prévenir, perturbant son timing. À la fin de cette première semaine, peu importait la chanson qu'elle choisissait, chaque morceau se fondait dans la même mélodie envoûtante. C'était un hymne qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle avait pourtant reconnu. Des voix venues d'un autre siècle semblaient le chanter beau et terrible à la fois. Beau parce qu'il touchait quelque chose de caché en elle, terrible parce qu'il lui rappelait la petite fille qui traînait sa mère à l'église chaque dimanche. Non pas pour Dieu, ni pour la foi, ni pour le rituel, mais pour la beauté. Elle avait adoré la lueur des bougies vacillant dans la pénombre du sanctuaire, les motifs arc-en-ciel projetés par les vitraux sur les murs, le bruissement des robes du prêtre comme une chorégraphie au ralenti. Un jour, elle avait dansé à l'église un spectacle de Noël où elle était censée jouer un ange. Elle avait improvisé, tournoyant et sautant avec une telle joie que l'assemblée en pleurait, émue par la pureté de son spectacle. En chemin, elle avait perdu cette joie. La danse était devenue une performance, et non une prière. L'hymne gagnait en force chaque soir jusqu'à ce que, finalement, à 2 heures du matin, dans un studio vide, Jess cesse de résister. Elle se laisse envahir par la musique. Ses mouvements s'adoucissent, deviennent plus profonds, plus authentiques. Elle danse le regret. Elle danse le souvenir de la foi. Elle danse la tristesse de ce qu'elle a détruit et le fragile espoir de ce qui peut encore être restauré. Elle n'était pas seule. Quelque chose emplissait l'atelier chaleureux, maternel, patient. Pas une silhouette qu'elle pouvait voir ou toucher, mais une présence qu'elle ne pouvait nier. La voix qui hantait son placard depuis des semaines était revenue, mais ce n'était plus un ordre. C'était une invitation. Jess tomba à genoux, le visage ruisselant de larmes. Et pour la première fois depuis l'enfance, elle pria non seulement avec des mots, mais avec tout son corps, tout son cœur, toute son âme blessée et magnifique. La musique changea. L'hymne resta, mais il était désormais rejoint par quelque chose de nouveau, le son de la grâce, de la guérison, de l'amour qui refusait de la lâcher. Miguel Santos n'avait pas bien dormi depuis l'incendie. Les flammes le hantaient derrière ses yeux clos, et lorsqu'il les rouvrit, il vit le jugement inscrit sur le visage de ses voisins. Il avait tenté de l'arrêter, mais pas assez fort. Il avait parlé, mais pas assez fort. Il s'était écarté, mais pas assez pour échapper à la complicité. Le poids de la culpabilité pesait sur Wakefield comme un nuage d'orage. La ville, qui avait toujours fait front commun face aux difficultés, se fracturait, la foi s'opposait au doute, la tradition au progrès, le pardon à la colère. Certains exigeaient l'arrestation des étudiants. D'autres qualifiaient l'incendie de simple acte de vandalisme. Même les familles étaient divisées. La grand-mère de Miguel, Elena Santos, avait contribué à la collecte de fonds pour la statue originale. À 93 ans, elle était le dernier lien vivant avec ce PAN de l'histoire de la ville. La voir pleurer bouleversa Miguel comme jamais auparavant. 2 semaines plus tard, par un dimanche matin gris, alors que la plupart des habitants étaient à l'église ou dormaient, Miguel se rendit à pied à Wakefield Square. À la lumière du jour, le piédestal semblait petit, rétrécissant sa statue. Les taches dessus dessinaient des contours fantomatiques de l'endroit où il se tenait depuis 7 décennies. Des roses fanées, des œillets en plastique bon marché et des fleurs sauvages cueillies à la main gisaient éparpillées offrandes d'enfants qui ne comprenaient pas pourquoi la jolie dame avait disparu. Miguel s'agenouilla sur le béton froid, chose qu'il n'avait pas faite depuis son enfance, lorsque sa grand-mère l'avait traîné à la messe. Les mots lui parvinrent d'une voix hésitante, rouillée par l'inutilité. « Je suis désolé » murmura-t-il. « Pas seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce que je n'ai pas fait. J'aurais pu les empêcher. J'aurais dû. J'avais peur d'être moqué, d'être mis à l'écart, d'être l'étrange enfant religieux. Et à cause de cette peur, ta maison a brûlé. Le vent soufflait,
projetant des feuilles mortes sur la place comme de minuscules tourbillons. Miguel frissonna et commença à se relever, puis sentit une main sur son épaule. Pas lourde, mais chaude. Trop chaude pour un matin d'octobre. Il se retourna, le cœur battant, et la vit. Elle ne rayonnait pas, ne flottait pas, n'était pas accompagnée de cœurs célestes. Elle se tenait simplement là, comme si elle avait toujours appartenu à cette place. Sa robe bleue ondulait doucement au vent, son visage bienveillant et d'une tristesse insupportable. Tu étais silencieux, mais pas silencieux, dit-elle, sa voix portant le léger accent de la génération de sa grand-mère, le son des femmes qui avaient prié en 2 langues et élevé leurs enfants dans l'espoir. C'est important. La grand-mère de Miguel avait toujours dit que la Vierge Marie apparaissait à ceux qui avaient le plus besoin d'elle. Mais en la regardant, Miguel comprit qu'elle apparaissait à ceux qui avaient le plus besoin de la servir. « Que dois-je faire » demanda-t-il. Elle sourit. Et l'espace d'un instant, le matin gris sentit le printemps. Ce que tu as toujours fait. Parler quand les autres se taisent. Se lever quand les autres s'agenouillent. Se souvenir quand les autres oublient. Mais il ne m'écoute pas, dit Miguel. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas un leader. Je ne suis personne de spécial. Tu es Miguel Santos, arrière-petit-fils de Maria Santos, qui a dirigé les prières qui ont sauvé Tommy Kowalski, a-t-elle déclaré. Tu portes leur foi dans ton sang, leur courage dans ton cœur. C'est ce qui te rend unique. Sa voix commença à s'estomper, mais sa voix persistait. Dis-leur que pardonner n'est pas oublier. Dis-leur que la miséricorde n'est pas éviter les conséquences. Dis-leur que l'amour n'est pas réconfort. Et puis elle disparut. Seule la chaleur demeurait sur son épaule et une raison d'être que Miguel n'avait jamais connue auparavant. La ville remarqua le changement chez les 5 étudiants. Amber se retirait complètement de la vie sociale, n'apparaissant que pour les repas et les cours, se déplaçant sur le campus comme un fantôme. Lorsqu'elle prenait la parole, c'était uniquement pour s'excuser, auprès des professeurs pour les devoirs qu'elle n'avait jamais rendus en retard, auprès des employés de la cafétéria pour les repas dont elle ne s'était jamais plainte, auprès de ses amis pour le moindre affront, réel ou imaginaire. Liam commença à assister à la messe quotidienne à Sainte-Catherine, serrant contre lui le chapelet que sa grand-mère lui avait offert, priant avec le désespoir d'un être véritablement hanté. Sierra disparut complètement des réseaux sociaux. Son dernier message, 2 semaines après l'incendie, disait simplement « Certaines choses sont trop importantes pour être dites en mots. Certaines erreurs exigent le silence. » Elle s'est inscrite à un cours de théologie et a passé des heures à lire sur les espaces sacrés et les traditions religieuses. Cody a abandonné tout son matériel de streaming et a commencé à travailler dans un refuge pour sans-abri local. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « J'en avais assez de jouer sur scène. Je voulais me mettre au service de quelqu'un. » Jess a chorégraphié une pièce intitulée Restauration, une danse sans parole sur la destruction et la rédemption qui a laissé le public en larmes. Aucun d'eux n'a parlé publiquement de ce qu'ils avaient vu. Même s'ils l'avaient voulu, comment auraient-ils pu l'expliquer? Comment avouer que la statue que vous avez brûlée a commencé à vous rendre visite en rêve? Comment parler de justice surnaturelle sans paraître fou? Mais Miguel pouvait le voir en eux, un type particulier de brisure, le genre que l'on ne voit que lorsqu'on se trouve face à quelque chose d'infini et qu'on s'en va changer à jamais. Il l'avait lui-même ressenti ce matin-là sur la place, un poids qui pesait sur sa poitrine et refusait de le quitter. 3 semaines après sa rencontre avec la Vierge, Miguel fit ce dont il ne s'était jamais cru capable, il convoqua une réunion, non par les voies officielles. Le conseil municipal était encore divisé, l'administration universitaire, elle aussi paralysée par la crainte de poursuites judiciaires. Miguel procéda donc à l'ancienne. Il fit du porte-à-porte, comme son arrière-grand-mère l'avait fait lorsqu'elle avait organisé la veillée pour les mineurs bloqués, il y a des années. Il s'adressa aux catholiques en deuil et aux laïcs furieux, aux étudiants inquiets et aux habitants épuisés, à quiconque acceptait de lui ouvrir sa porte et de l'écouter. Nous devons affronter cette situation ensemble, leur dit-il d'une voix basse mais assurée. Ce qui s'était passé sur la place ne concernait pas seulement une statue, le financement de l'éducation, ni même la liberté religieuse. Il s'agissait d'eux, de qui ils étaient lorsqu'ils pensaient être seuls, de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient en colère et effrayés. La réunion s'est tenue dans le gymnase du lycée, soigneusement choisi car il n'appartenait ni à l'église ni au campus. 67 personnes sont venues, plus que ce que Miguel avait osé espérer, mais néanmoins moins que ce dont la ville avait réellement besoin. Les 5 élèves se sont assis au premier rang, non pas par envie, mais parce que Miguel le leur avait demandé. Ils paraissaient si fragiles sous les lumières fluorescentes crues,
rien à voir avec les révolutionnaires audacieux qui avaient diffusé en direct la destruction un mois plus tôt. Miguel se tenait à la tribune, son discours soigneusement rédigé froissé dans sa main moite. Lorsqu'il ouvrit la bouche, il la laissa complètement tomber et parla avec son cœur. J'étais là cette nuit-là. Je les ai regardés brûler la statue, et je ne les ai pas arrêtés. Pas vraiment. J'ai dit quelques mots, mais je ne me suis pas interposé entre eux et le feu. Je n'ai pas appelé à l'aide. Je n'ai pas fait ce que mon arrière-grand-mère aurait fait, ce qu'aurait fait n'importe laquelle des femmes qui ont construit cette statue. J'étais une lâche. Et parce que j'étais lâche, quelque chose de sacré a été perdu. Mais peut-être. Peut-être que cette perte peut nous apprendre quelque chose. Il regarda les étudiants, sa propre honte se reflétant sur leur visage. Ils étaient en colère à cause des coupes budgétaires dans l'éducation. Nous sommes tous en colère pour une raison ou une autre. Mais la colère sans sagesse n'est que destruction. Et une destruction sans conséquence? C'est le chaos. Le silence régnait dans la salle de sport. 67 personnes retenaient leur souffle. Ces 5 élèves vivent avec les conséquences de leur choix depuis un mois maintenant. Je le vois bien, ils ne sont plus les mêmes. Ils ont été transformés par leurs actes, d'une manière que personne d'entre nous ne comprendra jamais pleinement. La question est, que faire de ce changement? Au 3e rang, une femme âgée leva la main. Miguel la reconnut immédiatement, Madame Kowalski, la veuve de Tommy. Que proposes-tu, jeune homme, demanda-t-elle. Miguel prit une profonde inspiration. Je propose que nous reconstruisions, a-t-il déclaré. Pas seulement la statue, mais la communauté brisée par son incendie. Je propose que nous laissions ces étudiants apporter leur aide, non pas comme punition, mais comme moyen de guérison. Je propose que nous parlions les uns aux autres, plutôt que de parler les uns des autres. Et je propose que nous nous souvenions que pardonner ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Pardonner, c'est choisir d'avancer ensemble malgré ce qui s'est passé. Des murmures parcoururent le gymnase, certains approbateurs, d'autres sceptiques, tous chargés de possibilités. Puis, du premier rang, Amber se leva. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'ai allumé le feu, dit-elle. Je n'attends pas de pardon. Mais je veux contribuer à reconstruire ce que j'ai détruit, si vous me le permettez. Un par un, les 4 autres élèves se sont levés. Liam a proposé d'organiser une collecte de fonds. Sierra s'est portée volontaire pour documenter le processus de reconstruction, non pas pour les réseaux sociaux, mais pour les archives municipales. Cody a promis de collaborer avec les artistes et artisans locaux. Jess a proposé une cérémonie d'inauguration qui honorerait à la fois l'ancienne et la nouvelle statue. Le vote n'a pas été unanime. Certains sont partis sans un mot. D'autres sont restés pour discuter. Mais à la fin de la soirée, 51 des 67 participants avaient accepté non seulement de reconstruire, mais de travailler ensemble. C'était un début. La nouvelle statue ne pourrait jamais être identique à l'ancienne. Maria Esperanza, l'artiste qui avait sculpté l'original, était décédée en 1987, emportant avec elle ses techniques et ses secrets. Mais la ville a trouvé un autre artiste, David Reyes, un sculpteur de la capitale de l'État qui comprenait l'équilibre délicat entre maîtrise technique et force spirituelle que l'œuvre exigeait. La collecte de fonds a duré 4 mois. Les contributions provenaient non seulement de Wakefield, mais aussi des villes voisines, de l'université, et même d'inconnus qui avaient entendu parler de l'incendie et se sentaient obligés d'apporter leur aide. Les 5 étudiants se sont investis à fond dans la tâche. Ils ont organisé des ventes de pâtisseries et des lavages de voitures, écrit des lettres aux entreprises locales et sollicité des subventions auprès de fondations artistiques et de groupes religieux. Amber a découvert qu'elle avait un don pour la rédaction de demandes de subventions, ses dossiers de candidature étant imprégnés d'une force née de son expérience vécue. Liam a organisé un concert caritatif, jonglant avec la logistique et une énergie qu'il n'avait jamais consacrée à ses études. Sierra a recueilli des récits oraux, recueillant les souvenirs des anciens qui se souvenaient du jour où la statue originale avait été érigée, préservant ainsi leurs paroles pour les générations futures. Cody a travaillé aux côtés de David Reyes, documentant la création de la nouvelle Vierge et apprenant le langage spirituel de l'art sacré. Jess a collaboré avec les départements de musique et de théâtre du lycée pour concevoir une cérémonie d'inauguration qui honorerait le deuil tout en célébrant le renouveau. Miguel devint le pont entre l'ancien et le nouveau Wakefield, entre les blessés et ceux qui guérissent. Sa grand-mère, Elena Santos, devint sa plus proche conseillère, partageant des anecdotes qui guidaient chacune de ses décisions.
La nouvelle Vierge Marie était sculptée dans le même calcaire de l'Indiana que l'original, mais cette fois, son design évoquait une ville qui avait grandi et changé depuis 1954. Ses robes arboraient des motifs subtils inspirés des nombreuses cultures qui s'étaient alors installées à Wakefield. Son visage, bien que toujours marial dans sa sérénité, semblait avoir les traits de toutes les femmes qui s'étaient agenouillées devant elle. Le plus frappant étaient ses mains, non pas tendues en signe de bénédiction, mais en coupe, comme pour bercer quelque chose de fragile ou pour recevoir quelque chose de brisé, prête à le reconstituer. L'inauguration eut lieu le dimanche de Pâques, exactement un an après l'incendie. La place était bondée de monde, non seulement de Wakefield, mais aussi de villes de toute la région. Les équipes de presse étaient présentes, mais se tenaient à distance respectueuse, conscientes qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple inauguration. Le père Martinez de Sainte-Catherine a prononcé une bénédiction, accompagné du pasteur Williams de la première église baptiste, du rabbin Cohen du temple réformé et de l'imam Hassan du centre islamique. Miguel avait insisté pour que l'événement soit interreligieux. La statue leur appartenait désormais à tous. Lorsque le voile blanc fut soulevé et que la Vierge Marie apparut, la foule sombra dans un silence respectueux. Elle était belle, plus belle qu'auparavant, rayonnante sous la lumière printanière, son expression traduisant à la fois la tristesse et le renouveau. Mais ce furent les 5 étudiants qui attirèrent le plus l'attention. Ils se tenaient au pied de la statue, visiblement transformés. Amber avait retrouvé sa voix, non pas le cri furieux de protestation, mais le ton calme et posé de quelqu'un qui avait appris à parler avec humilité. Liam sentait désormais la sueur, et non plus l'essence, ses mains étaient abîmées par le travail à l'atelier de menuiserie. Sierra utilisa de nouveau les réseaux sociaux, mais cette fois pour partager des histoires de réconciliation et d'espoir. Les vidéos de Cody passaient de la destruction à des actes de bonté, montrant des miracles dans l'ordinaire. La danse de Jess était devenue un mouvement sacré, une prière vivante de grâce et de rédemption. Ensemble, ils déposèrent chacun une seule rose blanche au pied de la Vierge. Puis Madame Kowalski s'avança. À 89 ans, ses pas étaient lents, mais sa voix était forte. Mon mari l'a vu dans la mine ce jour-là, a-t-elle dit. Il l'a vu le conduire en sécurité alors que tout semblait perdu. Je n'ai jamais douté de lui. Pas une seconde. Et je suis convaincu qu'elle a été présente, avec vous tous, toute cette année, à guérir ce qui était brisé. Ses yeux trouvèrent les étudiants. Tommy a toujours dit qu'elle ne l'avait pas sauvé parce qu'il était parfait. Elle l'a sauvé parce qu'il était aimé. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour nous tous. Alors que la foule commençait à se disperser, les familles déposant des fleurs et allumant des bougies, Miguel remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Au pied de la statue se trouvaient de faibles marques, sombres et brillantes, comme si de l'eau était tombée là et avait été absorbée par la pierre elle-même. David Reyes les vit aussi. Quand leurs regards se croisèrent, il hocha simplement la tête. Certaines choses ne sont pas censées être expliquées, mais seulement acceptées.